Nous voici dans la correction du bac 2017 physique-chimie, exercice numéro 2, son et lumière. Donc dans cet exercice, on va travailler sur des objets d'un pyrotechnicien, à savoir le crackling air 100 et le marron d'air. Donc c'est deux explosifs auxquels on va s'intéresser. Alors dans une première question, on te demandait d'aller voir dans le texte et de distinguer deux types d'émissions et de donner les spectres correspondants. Donc il y avait l'incandescence qui va donner un spectre continu d'émission et l'émission atomique, lui, qui va donner un spectre de Rayet. Dans la deuxième question, on te demandait concernant le photon numéro 3, quelle était sa longueur d'onde d'émission et du coup d'en conclure que c'était rouge. Alors tu utilises la relation E égale hc sur lambda qui est la relation qui permet de calculer l'énergie d'un photon. Tu travailles dessus pour isoler lambda. Lambda est égal à hc sur E. Et ensuite, on passe à l'application numérique. Donc, concernant le photon 3, on te disait que l'énergie, c'était 1,825 électronvolts. Alors, attention, bien sûr, à ne pas utiliser directement cette valeur-là, puisqu'elle n'est pas dans le système international. Donc, il fallait d'abord passer en multipliant par 1,70-19 pour passer en joules. Et une fois que tu avais l'énergie en joules, tu pouvais enfin appliquer la relation avec les valeurs numériques qui étaient données dans le sujet de H et de C, pour obtenir lambda égale 681 nanomètres. Et en introduction, on te donnait évidemment le tableau, te précisant les couleurs en fonction des longueurs d'onde. Et comme lambda appartient à l'intervalle 625-780 nanomètres, ce fameux tableau t'indique que ça correspond bien à du rouge. Donc dans la question 3, on te demandait d'effectuer sans calcul que l'émission liée à l'explosion du crackling air 100 était bien rouge. Eh bien, ce qu'il fallait que tu proposes comme explication, c'est que pour le photon 1 comme pour le photon 2, tu vois que leur énergie en électronvolts est plus faible, ce qui va te donner une longueur d'onde plus grande. Et donc, comme on était déjà dans l'intervalle 625-780 nanomètres, tu vas rester dans cet intervalle-là, et donc tu seras toujours lié à la couleur rouge. Donc, finalement, que ce soit pour le photon 1, 2 ou 3, la longueur d'onde appartient bien à l'intervalle 625-780 nanomètres, ce qui te donne bien une couleur rouge. Deuxième série de questions, on va ici s'attaquer à la question mécanique de la trajectoire de l'explosif. Donc on te demandait dans la première question d'exprimer le vecteur V0 dans le repère OXY, c'est-à-dire à la fois de projeter sur OX et à la fois de projeter sur OY. Donc la projection de V0 sur OX, c'est V0 fois cosinus alpha, et la projection du vecteur V0 sur l'axe OY, c'est V0 sinus alpha. Dans la question suivante, la 2.2, on te demandait de montrer que le vecteur petit g était égal au vecteur accélération du point M. Alors pour cela, il fallait utiliser la deuxième loi de Newton, qui te dit que la somme des forces extérieures est égale à la masse du système multipliée par son accélération. Ici, on te précisait dans le sujet de ne pas tenir compte des forces de frottement de l'air. Du coup, la seule force en présence, c'est la force de pesanteur, c'est-à-dire m fois petit g, fois le vecteur g. Et donc mg est égal à ma. Par simplification des masses, on obtenait bien le vecteur g est égal au vecteur accélération du point m. Troisième question, on te demandait d'aboutir aux équations horaires petit x de t et petit y de t. Alors pour cela, il faut partir de cette relation obtenue grâce à la deuxième loi de Newton, la projeter dans un premier temps et l'intégrer deux fois. Donc la projection de cette relation-là, la projection sur l'axe OX, sur l'axe OX, il n'y a pas de composante concernant le vecteur accélération de pesanteur, donc 0. La projection sur l'axe x de l'accélération, c'est juste x point de m, donc la dérivée seconde par rapport au temps de x. Maintenant, la projection sur l'axe vertical. Alors attention, comme l'axe pointait vers le haut, la projection de g, c'est moins g. Et concernant la projection de a, c'était y point de m. Et après, il n'y a plus qu'à intégrer deux fois. Donc la première intégration te permet de trouver que x point de m, c'est v0 fois cos alpha. Alors là, je vais un peu vite, j'ai sauté des étapes que tu connais. Ça, c'est la constante, et cette constante, je l'ai déterminée grâce aux conditions initiales que le sujet te donnait. La dérivée première de y, on trouve moins g fois t, plus une constante, là encore, v0 sinus alpha que tu détermines avec la condition initiale. Ensuite, j'intègre une deuxième fois. Donc on va avoir cette fois-ci que xm, c'est v0 fois cos alpha fois t. Et concernant ym est égal à moins 1,5 de gt carré, plus v0 sinus alpha fois t, plus une constante qui vaut 0. Là aussi, la constante valait 0, qu'on trouve grâce aux conditions initiales. Et finalement, il ne manquait plus qu'à intégrer les vraies valeurs de g, les vraies valeurs de v0, sinus alpha, cosinus alpha,
pour trouver les valeurs numériques. Et tu trouvais bien ce que te proposait le sujet, c'est-à-dire que xm est égal à 12,1 fois t, et ym, tu retrouvais bien aussi l'expression que te donnait le sujet. On continue l'exercice 2, question 2.4. On te demandait l'altitude atteinte au bout de 3,2 secondes. Donc c'était une application numérique à réaliser vis-à-vis de la question précédente. Donc tu remplaçais t par 3,2 et tu obtenais 1,7 10 puissance 2 mètres. Écrit sous cette forme, l'intérêt c'est que tu as que deux chiffres significatifs. Et c'est intéressant puisque justement le temps en a lui aussi deux. Donc c'était la meilleure manière de répondre. Question 2.5. On te demandait pourquoi en réalité finalement le projectile arrive moins haut que prévu. Pourquoi il n'arrive pas à 170 mètres? C'est parce que dans notre modèle, nous, on a considéré qu'il n'y avait pas de force de frottement de l'air. Mais si jamais on les prenait en compte, on sait quand même que ce sont des forces qui s'opposent au mouvement. Donc nécessairement, ça va ralentir le mouvement, et donc on comprend mieux pourquoi au bout de 3,2 secondes, il n'est pas à 170 mètres, si on prend en compte les forces de frottement. Alors question 3, on rentrait dans un raisonnement énergétique. Donc on utilisait la conservation de l'énergie mécanique pour obtenir l'altitude maximale atteinte. Alors comment faire? On commence tout simplement par écrire que l'énergie mécanique au niveau du sol est égale à l'énergie mécanique à l'altitude maximale, H. Ensuite, l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur, à gauche et à droite. Donc à gauche en Y égale 0, c'est-à-dire au sol, et à droite à l'altitude maximale petit h. Ensuite, tu exprimais chacun des termes, donc l'énergie cinétique c'est 1/2 de mv carré. Oui, mais v ici, comme t en y égale 0, c'est vitesse initiale au carré. Pour l'énergie potentielle de pesanteur, c'est mg fois y, mais même raisonnement, comme t au niveau du sol, on va noter yi, l'altitude du sol. À droite, donc là, on est à l'altitude petit h, donc c'est 1/2 de mv, on va l'appeler vf, vitesse finale au carré, plus mg fois l'altitude finale, yf, et tu as en tête que yf c'est h. Donc, à la ligne d'après, là on réfléchit un petit peu et on essaie de caractériser ce que ça veut dire qu'être au sol et ce que ça veut dire qu'être à l'altitude maximale. Être au sol, ça veut dire effectivement avoir la vitesse VI, mais par contre YI vaut 0. Donc ce terme-là n'existe pas en réalité. Et puis être à l'altitude maximale, c'est avoir une vitesse nulle. Parce que quand tu es à l'altitude maximale, tu t'apprêtes à redescendre. Donc la vitesse passe à un moment par 0, c'est précisément cet instant-là qui caractérise l'altitude maximale. Donc ce terme-là n'existe pas, et mg fois h. Donc ensuite tu isoles h, et ça te donne bien h est égal à vi carré sur 2g. La question suivante, la 3.2, c'était une simple application numérique, et tu trouves h égale 157 mètres. Là encore, tu t'aperçois que cette altitude ne correspond pas à l'altitude donnée dans le texte, mais là encore, on n'a pas pris en compte les forces de frottement. Question 3.3, on te demandait si le pyrotechnicien placé en A devait porter des protections auditives pour se protéger du bruit de l'explosion. Alors, quelles étaient les informations que tu avais? Toi, tu connaissais l'altitude à laquelle a lieu l'explosion. L'explosion a lieu en E. Le tir s'effectue depuis T. Donc, la distance ET qui était notée grand H, tu l'avais, 70 mètres. Ce que tu avais aussi dans les données, c'était le niveau sonore à une distance de 15 mètres de l'explosion. Donc là, tu pouvais tracer un cercle dont le centre est E et un cercle de rayon 15 mètres qui croise ici EA en un point que j'ai appelé B et ET en un point que j'ai appelé C. Et il y a 15 mètres de part et d'autre. Ensuite, la donnée que tu connaissais aussi, c'était TA, qui valait petit l 95 mètres. Et donc à partir de ça, il fallait donner le résultat. Et effectivement, tu peux. Parce que dans l'énoncé, on te donne une information cruciale. C'est une expression qui te donne le niveau sonore en A vis-à-vis de celui en B. Donc le niveau sonore en A, c'est celui en B plus 20 fois log du ratio EB sur EA. Et donc EB, on l'a, c'est 15 mètres. Dans cette formule-là, il nous manque que EA. EA. Et là, tu repères que c'est un triangle rectangle en T. Tu penses au théorème de Pythagore pour obtenir EA. EA, c'est racine carrée de ET au carré plus TA au carré. Je réécris cette expression-là à la place de EA. Donc là, c'est vraiment de la réécriture. Donc ça te fait LA égale LB plus 20 log de EB sur racine de H carré, puisque c'est ça, ET, au carré, plus petit l au carré. Et application numérique, LB est égal à 1,0 10 puissance 2 décibels. Alors peut-être que toi, tu as trouvé 103. Si j'ai mis 1,0 10 puissance 2 décibels, c'est pour respecter les chiffres significatifs, et en particulier le fait que EB, par exemple, ne vaut que 15 mètres. Donc c'est-à-dire deux chiffres significatifs. On ne t'a pas indiqué 15,0 mètres. Donc pour être propre, j'ai indiqué 1,0 10 puissance 2 décibels. Alors est-ce que ceci
implique une protection auditive. Là encore dans le sujet, on indiqué qu'à ce niveau sonore-là, c'était difficilement supportable. Donc il est quand même raisonnable de donner aux pyrotechniciens une protection auditive.